Ici, à travers chaque épisode, on vient interroger comment s'aimer, comment on est en lien avec l'autre, comment on se parle, comment on s'écoute, comment on se désire, comment on prend soin de soi et de ses proches. Chaque mois, je vous retrouve pour partager vos histoires, votre expertise, vos expériences, pour se questionner comment on est en relation avec les autres et comment s'aimer. Je suis Jessica, thérapeute et formatrice spécialisée dans les relations, l'attachement et l'intimité, et fondatrice de Confidences, Turbulences et Relations, un podcast fait avec amour et partagé avec amour. Qu'est-ce que la sécurité dans la relation ? Comment notre sécurité propre à chacun impacte nos schémas relationnels ? Aujourd'hui, je reçois Agnès Forichère, entrepreneuse qui est spécialisée dans l'accompagnement professionnel, aussi bien auprès des particuliers que des entreprises. Elle est aussi facilitatrice relationnelle Imago. Dans cet épisode, on va interroger comment relationner avec cette méthode. L'approche Imago considère qu'une relation consciente naît d'un profond désir d'amour, de paix et d'unité. Elle considère aussi que les conflits peuvent être des opportunités de croissance. Et surtout, elle encourage à développer une qualité de conscience et de présence dans la relation. Bonjour Agnès. Bonjour Jessica. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Et moi, ravie d'être là. Et aujourd'hui, on est parti sur le thème de la facilitation relationnelle avec la méthode Imago. Mais auparavant, je vais te présenter. Tu es Agnès Forichère, tu as 51 ans, tu es en couple, tu as 3 enfants, dont 3 filles, tu es fière d'elles. Elles t'inspirent et elles te font en partie travailler sur la femme que tu es devenue aujourd'hui. Voilà, sur la propre relation aussi que tu as avec ta mère, puis ta grand-mère. Tu es conseillère en mobilité professionnelle et tu réalises des accompagnements au parcours professionnel et puis tu es facilitatrice relationnelle Imago. Tu adores la Bretagne, c'est un lieu qui vibre pour toi et qui te ressource profondément. Tu aimes te retrouver au grand air, dans la nature, dans les plaines ou les montagnes. Tu es dotée d'une grande sensibilité et d'une empathie incroyable qui fait qu'on a envie d'être à tes côtés. Et moi personnellement, tu m'apaises, ta présence m'apaise beaucoup. À l'annonce de mon projet, tu as trouvé cela génial, que c'était créatif et que c'était une opportunité pour toi de diffuser sur ce qu'est Imago. Et tu m'as dit, plus les gens auront conscience de la façon dont elles relationnent, plus on ira vers la connexion, du vivre ensemble, de la construction et de la solidarité. Tu as 3 valeurs pour toi qui sont l'écoute, l'accompagnement, c'est-à-dire amener les gens vers plus d'autonomie, et la curiosité. Maintenant, c'est à ton tour. Je vais te demander de te présenter et me dire un petit peu ce que tu as envie de dire sur toi. Ok, t'en as déjà dit pas mal. Alors, la Bretagne, oui, c'était la région de mon papa. Moi, je suis arrivée en Dordogne il y a bientôt 19 ans, avec un souhait de changement de vie. Et avant, j'étais en région parisienne. J'ai effectivement trois demoiselles de 21, bientôt 18 et 11 ans, qui partagent mon quotidien. Enfin, plus la grande, mais en tous les cas, les 2 autres. Et voilà, et je suis effectivement en couple avec Steve depuis quelques années maintenant, qui n'est pas le papa de mes enfants, mais voilà. En parlant de relation, la relation avec le papa de mes enfants se passe extrêmement bien et on est très fiers d'avoir réussi ça. Sur le plan professionnel, alors ça fait plus de 16 ans maintenant que j'accompagne les gens, plutôt sur effectivement ce qu'on va appeler les dynamiques professionnelles ou les parcours professionnels. Et avant ça, j'ai travaillé 8 ans dans la gestion des ressources humaines, plutôt sur les thèmes de la formation, du recrutement et de la gestion des compétences. Et comment j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui ? Et ben en fait, je crois que c'est quelque chose qui m'a animée très tôt. En fait, à passer mon bac, j'avais envie d'accompagner les gens. Ça, c'était quelque chose qui était là, mais j'avais envie de les accompagner. Alors à l'époque, je disais ça, là où ils passent du temps. Et je me dis, là où on passe vraiment beaucoup de temps, c'est au travail. Alors peut-être parce que j'avais un papa qui était responsable du personnel, qui travaillait dans les RH et qui avait une approche de ce métier-là très humaine. Peut-être dû à son propre passé à lui, puisque mon papa était prêtre à l'origine, donc j'ai une histoire un peu particulière. Mais en tous les cas, voilà, peut-être que c'est ça, mais j'ai été sensible à cette question-là, et avec cette idée au départ d'être psychologue d'entreprise.
Ce qui m'a amenée à partir en licence de psychologie dans un premier temps. Donc j'ai obtenu une licence et puis je me suis rendu compte que c'était pas un métier qui offrait énormément de perspectives. En tous les cas, à ce moment-là, moi, je les voyais pas. Ça m'a un peu inquiétée et je me sentais pas d'aller sur de la psychologie clinique. J'avais envie d'accompagner, mais j'étais pas sûre d'avoir les épaules pour porter des souffrances ou des douleurs ou des histoires plus personnelles. Donc j'ai réfléchi à quoi faire et c'est comme ça que je suis arrivée en RH avec cette idée que je serais au service des salariés dans l'entreprise. Alors oui, mais pas complètement, et pas suffisamment en tous les cas à mon goût. C'est pour ça qu'après 8 ans, j'ai fait le choix de me réorienter, et ça a correspondu avec notre choix de changement de vie, et donc le départ de la région parisienne pour arriver en Dordogne. Et c'est là qu'a commencé mon parcours dans l'accompagnement. Au départ, j'ai travaillé en structure d'insertion, et puis après, j'ai intégré un centre de bilan de compétences, dans lequel je suis restée plus de 10 ans, et où je me suis vraiment formée à mon métier, à accompagner tout type de public, jeunes, moins jeunes, actifs ou pas, demandeurs d'emploi, personnes proches de la retraite, personnes en situation de handicap aussi. Donc c'était une très belle expérience, et puis après plus de 10 ans, je suis arrivée à un stade où j'étais à saturation de mon métier. Et j'étais bien placée pour savoir qu'il fallait prendre du recul. Alors j'ai fait moi-même un bilan de compétences en 2018 qui m'a amenée à prendre conscience que mon métier, je l'aimais, mais la façon dont je l'exerçais ne me convenait plus. J'avais plus trop de sens, j'avais besoin d'aller sur quelque chose. Alors je pense que je le mesurais pas à l'époque, mais plus maintenant. Peut-être moins académique, qui laissait plus de place à l'individu dans ce qu'il est et dans ce qu'il vit. Et donc je me suis mise à mon compte en 2020. J'ai cheminé à travers différentes expériences et aujourd'hui je suis arrivée à une forme d'accompagnement qui je pense me ressemble plus, qui a beaucoup plus de sens pour moi, où je fais effectivement du bilan de compétences mais pas que, et où je laisse notamment pas mal de place à la sphère émotionnelle, parce que quand on arrive en bilan de compétences on va rarement très bien, donc on arrive avec un sac à dos plus ou moins chargé, et que pour moi ça n'avait pas de sens de pas laisser de la place à ça, en fait. C'est de ne pas pouvoir accueillir toute cette charge émotionnelle, alors ou pas, hein, c'est libre à chacun effectivement de se saisir de la place qu'il y a ou de l'occuper, mais en tous les cas, il y a l'espace pour, de manière à ce que les gens puissent avancer en s'allégeant aussi de ce qui les a peut-être amenés jusque-là. Donc ça, c'était une première chose, et la facilitation est arrivée parce que après finalement 2 parcours, l'un plutôt versant employeur, direction, et l'autre dans l'accompagnement des collaborateurs, j'avais très envie de pouvoir trouver un moyen de faire en sorte que ces mondes se rencontrent, parce que je mesurais à quel point la sphère relationnelle pouvait être abîmée et à quel point elle impactait en fait notamment le bien-être au travail. Donc après plusieurs recherches, un jour tu m'a parlé, je réalise, d'Imago. Et c'est toi qui m'as parlé d'Imago en sortant de la salle de sport. C'est vrai, j'avais complètement oublié cet épisode-là, oui. Ouais, c'est toi, on sortait d'un cours de cardio-box, je me souviens, et tu m'as parlé de ça, et de Marion Malocena-Dresson, que je cite, puisque elle a été ma formatrice avec Elisabeth Ponsin. Et donc j'ai été rencontrer Marion, et quand j'ai découvert Imago, en tous les cas de ce qu'elle m'en disait, je me suis dit, mais c'est ça que je cherche. Et donc, j'ai suivi cette formation en Bretagne, ou pas loin, pour mon plus grand plaisir, pendant 1 an. Et donc, aujourd'hui, j'utilise cet outil, cette approche, à la fois à travers les bilans de compétences. Ça m'a permis aussi de revoir ma posture en tant qu'accompagnatrice. Et je l'utilise aussi dans les organisations, et ça m'a permis de réaliser un de mes souhaits, qui était de revenir vers l'entreprise, plutôt en posture de conseil, auprès des équipes, des collaborateurs, pour pouvoir travailler avec eux sur cette question de la relation, et essayer de ramener un peu de sérénité dans ces espaces relationnels où c'est pas toujours simple. Complètement. Voilà. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on est sur la thématique des relations au travail notamment, dans un cadre professionnel, avec la méthode Imago, mais pas que. On va se questionner comment relationner avec cette méthode relationnelle. Et je dirais Imago, c'est changer le monde, une relation après l'autre. Voilà ce que tu m'as partagé un petit peu comme un mantra. Je voulais te demander, premièrement, de façon générale et assez succincte, si tu pouvais nous présenter la méthode relationnelle Imago.
sachant que c'est une thérapie relationnelle qui a été développée dans les années 80 aux États-Unis par Ervil Hendricks et sa femme Helen Lakelly Hunt, qui utilisent la psychologie du conseil. Et Ervil Hendricks est écrivain et membre clinique de l'Association internationale d'analyse transactionnelle. Donc je trouvais ça intéressant puisque moi je suis formée en analyse transactionnelle, donc il y a des ponts, il y a des choses qui se rejoignent. Donc qu'est-ce que tu peux me dire sur la présentation de cette méthode ? Alors voilà, tu viens de dire un petit peu d'où elle vient, puisque ce couple de thérapeutes de couple s'est questionné après avoir, pour lui, être arrivé à son 4e mariage et se rendre compte qu'il était il rencontrait de nouveau des difficultés. Ils se sont questionnés sur effectivement comment plutôt que d'arrêter une relation, comment comprendre ce qui s'y passait. Et en fait, la méthode Imago, donc c'est eux qui ont fait naître cette méthode. Elle est issue de l'inspiration de tout un tas de courants, effectivement. Donc l'analyse transactionnelle, la communication non violente, les neurosciences, les courants systémiques, enfin voilà, la psychologie cognitive, enfin voilà, tout un tas de courants qui leur a permis de construire des outils et une méthode. Alors, dans un premier temps, pour accompagner les couples. Et au départ, elle était dédiée aux couples à travers des thérapeutes de couple. Et puis, finalement, elle s'est étendue, puisque des relations, il y en a partout. Et donc, elle s'est étendue à toute sphère où il y a des relations. Donc, les couples, bien sûr, mais aussi les familles. Alors, ça peut être parents-enfants, fratrie, mais aussi, bien sûr, l'individu, puisqu'on peut accompagner en facilitation en individuel. Et puis, les organisations. Alors qu'elles soient entreprises, associatives ou autres, mais en tous les cas les collectifs. Alors la méthode Imago, elle utilise un certain nombre de clés. D'ailleurs, j'anime des demi-journées de sensibilisation à ces clés relationnelles. J'ai terminé une série de 4 la semaine dernière, et je suis en train de travailler avec 2 collègues Imago à transformer cette animation en une journée de formation pour pouvoir apporter et proposer en tous les cas aux entreprises de sensibiliser leurs équipes et de j'aime bien dire relationner plus en conscience, en prenant effectivement conscience de qu'est-ce qui se passe pour moi quand je rentre en relation, mais aussi qu'est-ce qui se passe pour l'autre et qu'est-ce qui se passe pour la relation, puisque dans Imago, 1 + 1 = 3. Autrement dit, si on nous prend toutes les deux, il y a toi, il y a moi et il y a l'espace entre nous, qui est l'espace relationnel et qui est une entité à part entière, dont il faut prendre soin pour que la relation puisse se passer bien. Et on est, alors dans les principes Imago, il y en a plein, mais l'idée dans cet espace relationnel, c'est de dire qu'on est co-responsable de cet espace et qu'il faut en prendre soin si on a envie d'y aller pour rentrer en relation. Et pour expliquer peut-être un peu plus simplement, on parle souvent de problèmes de communication. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on dit. C'est vrai, oui, ça revient souvent, oui. Sauf que quand il y a un problème de communication, souvent il peut y avoir une divergence à l'origine qui fait que on va essayer de communiquer autour de cette divergence et c'est souvent parce qu'on n'y arrive pas qu'il peut y avoir conflit. Alors qu'en fait, une divergence d'opinion, en soi, c'est absolument pas un problème, bien au contraire. C'est ce qui permet de s'enrichir, d'avancer et d'évoluer. Ce qui va poser problème, c'est qu'effectivement, on n'arrive pas à communiquer autour. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à communiquer autour, c'est que l'espace relationnel dans lequel doit se faire cette communication n'est pas suffisamment sécurisant. Et dans Imago, on parle beaucoup de sécurité. Un espace relationnel, dans Imago, on aime bien le comparer à un jardin. D'accord. Dont on prend soin. Alors effectivement, un jardin, si on y plante des jolies fleurs, si on l'entretient, si on le désherbe et qu'il est agréable, on va avoir envie d'y aller, on peut s'y sentir en sécurité. Si par contre on n'en prend pas soin, voire même qu'on y jette nos poubelles, on peut le comparer même à une décharge, on aura a priori moins envie d'y aller pour entrer en communication. Donc l'idée d'Imago, c'est d'aller travailler d'abord cet espace-là, de le sécuriser, et c'est dans les entreprises qu'on essaye de faire, de ramener de la sécurité, ou dans le couple, pour que chacun puisse avoir envie d'investir cet espace-là et que la communication puisse se faire. L'idée étant vraiment que chacun se sente en sécurité dans cet espace-là. D'accord. Tu peux, par exemple, nous donner un exemple de comment tu apportes de la sécurité dans cet espace relationnel ? Alors, ça va paraître très simple et tellement basique.
l'écoute. C'est un grand mot. Voilà. Mais alors, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Et c'est ce qui d'ailleurs nous a été dit dans le dernier groupe, puisque j'ai co-animé avec Steve Gaspard de Barros, qui a fait la formation avec moi aussi. Et dans ce groupe, on est intervenu dans une structure médico-sociale, donc avec des équipes plutôt soignantes ou éducatives. Et à la fin, quand on leur demande comment elles ont vécu l'après-midi, ce qu'elles nous disent, c'est on a pu s'exprimer sans se sentir jugées. Et notamment une jeune femme dont je ne donnerai pas le nom, mais qui a été très touchante parce que c'est sa grosse difficulté, c'est qu'elle a beaucoup de mal à parler. Elle a beaucoup de mal à trouver les mots. Elle a beaucoup pleuré en début de formation. Et à la fin, elle a dit je me suis sentie en sécurité, alors j'ai pu dire. Et pour sentir en sécurité, il faut se sentir écouté, non jugé. Et la méthode Imago a un cadre pour ça. Elle se fait notamment à travers des dialogues qui peuvent se faire en individuel, en duo, en diade. Alors ça peut être le couple, mais ça peut être un couple de collaborateurs ou un duo de collaborateurs ou même entre un frère et une sœur. Enfin voilà, à partir du moment où il y a deux personnes. Ces dialogues, ils ont une construction bien précise, très, très cadrée. Mais c'est ce cadre qui amène la sécurité. Et le principe, dans un dialogue, c'est que le facilitateur va amener une amorce de phrase, qui est un début de phrase, que la personne va devoir reprendre mot pour mot. Ça sert un peu comme un tremplin. Et puis ce tremplin, elle le répète, et ensuite elle le poursuit avec ce qui lui vient. Il y a en général un temps donné pour pouvoir exprimer ce qui vient, et le facilitateur va ensuite faire le miroir. Et ça aussi, c'est très propre à Imago. Donc un miroir, c'est pas une reformulation. Un miroir, c'est je reprends mot pour mot ce que j'ai entendu. Et ça commence toujours par « je t'entends me dire que ». Et quand on a fini le miroir, c'est « t'ai-je bien entendu ?» Et c'est toujours important de s'assurer qu'on a bien été entendu. Ça amène, alors c'est très particulier, on n'est pas habitué. Ça permet, effectivement, à la personne qui s'est exprimée d'avoir l'assurance qu'on l'a écoutée et qu'elle a été entendue. Et ça fait un bien fou pour l'avoir vécu en formation. C'est très curieux, mais ça fait vraiment un bien fou. On se sent respecté dans ce qu'on est parce que nos mots sont pris pour ce qu'ils sont et ne sont pas transformés. Mais ça permet aussi à la personne de s'entendre en écho et parfois de réajuster ses propos ou de les modifier. Parce que voilà, des fois on ne s'entend pas toujours parler et ce miroir donne cet effet-là. Mais surtout, il amène vraiment un temps d'écoute pur. Pas de compréhension. C'est pour ça que c'est pas est-ce que je t'ai bien compris, c'est est-ce que je t'ai bien entendu. Et en formation, on nous a même dit vous pouvez faire des miroirs que vous ne comprenez pas. C'est pas la question de comprendre, c'est d'entendre. Voilà. Et cet espace-là, le fait que la personne se sente entendue, non jugée, respectée dans ses propres mots, ça amène un cadre de sécurité. Complètement. C'est précieux ce que tu nous partages là comme outil. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais... c'est tout à fait clair. Moi, ça fait écho à un outil que je peux utiliser aussi, notamment quand je suis aussi en activité de groupe. Et où moi j'étais formée par le réseau de Catherine Dumontel-Crémer sur la parentalité créative. Et donc là, plutôt dans la relation parent-enfant, mais finalement ça s'applique dans toute relation. Le jeu écoute. Et le jeu écoute, quand je l'utilise, il y a un écoutant et un écouté. Et on part sur un timing qui peut être assez long. Normalement, moi je l'ai appris, c'était 20 minutes. Voilà, chaque semaine, on était écouté, on devait faire 20 minutes. Et on s'exprime. Et l'écoutant ne fait qu'écouter. Sans reformuler, sans dire qu'il a compris, vraiment pouvoir entendre cette parole-là de l'autre. Et comme tu dis, on se sent vraiment respecté, on peut libérer sa parole. Et pour les personnes qui ont des difficultés justement à prendre parole, à s'exprimer, c'est vraiment un temps précieux pour elles et c'est un bon apprentissage, un bon exercice. Et quand je le fais lors d'ateliers, les personnes souvent me disent « Waouh, mais en fait, on prend jamais ce ton-là, on s'écoute jamais ». Et souvent, quand je le fais en tant que formatrice, les professionnels me disent « Ah, mais on va le faire à la maison aussi, avec nos enfants, avec notre conjoint, parce qu'on prend jamais ce temps ». Ça marche très très bien. Donc ça fait un peu écho à ça. C'est hyper important. Alors, dans Imago, on parle d'émetteurs et de récepteurs. D'accord, donc voilà. Écoutant, écouter. Oui. Alors, quand on facilite un duo, ils sont émetteurs et récepteurs à tour de rôle. Oui, voilà. Et le facilitateur va donner les amorces,
et va aider éventuellement, et va être soutenant parce que c'est un exercice qui n'est pas facile à faire. Quand on est en individuel, le facilitateur donne les amorces, et quand on est en groupe, en fait, on fait des tours de groupe, et c'est la même amorce tout le tour. En fait, donc chaque personne va avoir entre 1 minute et 2 minutes pour parler, et on a un chrono, c'est hyper important. Donc chaque personne va avoir, et l'amorce en fait va passer d'une personne à l'autre. On fait le miroir à chaque fois, et puis au tour suivant on change d'amorce. Et la succession des amorces, elle n'est pas faite au hasard, en fonction de ce qu'on vient travailler, échanger, du besoin. On va construire le dialogue de manière à ce que on amène la personne. Alors en individuel, on parle dans Imago du U, c'est partir de l'état ressenti à l'état désiré, en descendant dans la manière dont je me sens, ce que ça m'évoque, ce dont j'aurais besoin, qu'est-ce que j'ai pour répondre à ce besoin-là, quelles sont les ressources dont je dispose, l'état dans lequel j'aimerais être et comment je me sentirais si j'arrivais à cet état-là. C'est vraiment un cheminement en fait pour amener la personne à rentrer en relation finalement en individuel avec ce qui se passe sur le plan émotionnel par rapport à la situation qu'elle est en train de travailler. Voilà. Et je l'ai vécu il n'y a pas longtemps avec une personne que j'ai en bilan de compétences, et ça a été un vrai déclic pour elle, et ça a été très très chouette. Voilà. Et après en couple aussi, il y a ce principe-là aussi, mais qui peut varier. Et dans les familles encore différemment, mais c'est un petit peu toujours cette mécanique-là. Ouais, super. J'allais justement te demander, mais là tu as déjà amorcé la présentation de comment tu utilisais cette méthode professionnellement. Et toi, quels atouts ça te donne dans ta pratique quand tu distilles, auprès de qui tu distilles Imago, et puis quels atouts ça te donne? Alors, le premier, ça a été pour moi, parce que après plus de 16 ans d'accompagnement, la formation à la facilitation relationnelle, c'est un vrai chemin. C'est-à-dire qu'au-delà de se former, il y a un travail sur soi qui est très fort. Et moi, j'ai plongé. Alors, un des principes d'Imago, c'est d'oser plonger dans sa vulnérabilité, parce qu'on considère que la vulnérabilité est une force. Et donc, pendant cette formation, on est invité à y plonger, et j'ai pu le faire. Ça m'a permis, moi, déjà, dans ma posture d'accompagnante, de faire la distinction entre une reformulation et un miroir. Quand on reformule, en fait, on prend le propos de l'autre, on l'amène dans son monde, à soi, et on lui restitue avec ce qu'on a compris. Mais du coup, il y a forcément une part déjà d'interprétation, et puis surtout, on lui restitue avec nos propres mots. Donc ça lui appartient plus vraiment. Alors après, il peut s'y retrouver et s'y reconnaître. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait quand même faire attention, surtout quand on accompagne des personnes un peu fragilisées, où on peut être un peu en posture de sachant. Nos propos peuvent être accueillis et adoptés parce que peut-être pour la personne on sait. D'abord on ne sait pas forcément, et surtout ce qui est important, c'est ce qu'elle vit elle, et c'est pas ce qu'on a compris nous. Donc ça m'a permis de me repositionner moi en tant que professionnelle, et je l'avais toujours en tête, mais quand même là de mettre le doigt sur fais attention, et je peux avoir tendance aujourd'hui peut-être à faire plus de miroirs que de reformulation dans mes accompagnements. Du coup, je vais reformuler quand la personne a du mal peut-être parfois à exprimer. Ça peut, la reformulation, c'est un très bon outil aussi, mais moi ça m'a permis ça. En bilan de compétences, je l'ai dit tout à l'heure, ce que j'observe beaucoup, c'est qu'une des causes des souffrances au travail ou du mal-être au travail, c'est souvent, et il y a souvent en tous les cas, la question de la dynamique relationnelle ou de problématiques relationnelles, ou de difficultés à se positionner, à s'affirmer, à trouver sa place, à se sentir reconnu, à être légitime. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et donc, le fait de connaître Imago, je fais ce qu'on aime bien parler un peu de psychopédagogie, c'est-à-dire que j'amène des clés de compréhension. Alors, je suis pas thérapeute, et je trouve que c'est chacun ses compétences, mais de permettre aux gens des fois, ce que je peux faire dans mes séances de sensibilisation, de leur amener des petites clés de compréhension de ce qui se passe, et de qu'est-ce que c'est qu'une relation, et quels sont les mécanismes, quels sont les enjeux qui se jouent. Ça leur donne des fois un éclairage qui leur permet de mieux comprendre et d'avancer. Et puis quand des fois il y a besoin d'aller un peu plus loin parce qu'il y a un blocage, et la personne dont je parlais tout à l'heure, c'était vraiment une question de relation, je lui ai proposé un entretien de facilitation, et du coup je vais proposer ça en parallèle du bilan de compétences. Donc on a fait une séance à part, vraiment de pure facilitation, qui lui a permis
débloquer ce nœud-là qui finalement l'empêchait d'avancer. Et moi, j'ai vite vu qu'en fait, on n'arriverait pas à se projeter dans un nouveau projet si ce nœud-là, il n'était pas déverrouillé, au moins un minimum, parce qu'elle le traînait avec elle un peu comme une espèce de boulet. Enfin, c'était une relation professionnelle précédente, une expérience professionnelle précédente qui s'était mal terminée pour elle, en tous les cas, qu'elle avait très très mal vécue, et elle était dans une tristesse et un deuil par rapport à cette situation, avec tout un tas d'histoires qu'elle se racontait. Donc ça, c'est aussi une expression imago, les histoires qu'on se raconte, qui lui renvoyait une image d'elle très, très difficile et surtout très à l'encontre de ses valeurs. Et qui l'empêchait en fait de se positionner dans un nouveau projet, parce que dans la professionnelle qu'elle était, elle se sentait... elle se reconnaissait pas en fait par rapport à ce qui s'était passé. Donc on est allé regarder ce qui s'était passé dans cet entretien de facilitation, et ça lui a permis de débloquer quelque chose, et notamment, et on a terminé le bilan la semaine dernière, d'aller écrire un message à une de ses anciennes collègues dont elle s'était coupée. Ça faisait partie des ressources qu'elle avait été chercher. Donc elle m'avait dit qu'elle l'avait écrit depuis un petit moment, mais qu'elle ne l'envoyait pas. Et elle est arrivée au rendez-vous et elle m'a dit ça y est, j'ai envoyé mon message, mais j'ai pas encore de réponse. Je dis, vous l'avez envoyé il y a longtemps ? Juste avant d'arriver. Je dis, bon, on va lui laisser le temps. Et elle a eu la réponse pendant l'entretien. Et ça a été assez magique, parce que je l'ai vue tousser, fou. Et en fait, elle se racontait beaucoup d'histoires. Oui. Et ça l'a complètement soulagée. Et voilà. Et je sais qu'elles avaient prévu de se voir derrière. Donc, des fois, juste de se connecter à ses émotions et aller chercher les ressources dont on dispose, ça peut aider. Complètement. Voilà. Et la facilitation, ça aide aussi à ça. Oui, il y a vraiment là, dans ce que tu me dis, les histoires qu'on se raconte, avec un parallèle avec nos croyances. Oui. En fait, là, ce qu'on travaille plus en thérapie, sur les croyances des personnes, notamment en analyse transactionnelle. Et donc, ce qu'on y met derrière ces croyances, avec tout ce qui est les injonctions. Alors, moi, souvent, j'ai travaillé sur les injonctions parentales, puisqu'on retourne dans l'enfance, mais finalement, là, c'est des injonctions qui peuvent avoir lieu sur le temps de travail, avec les relations professionnelles. Donc, oui, et puis les injonctions parentales qui contribuent à faire ce qu'on est aussi. Dans Imago, on parle des messages parentaux. Et d'ailleurs, quand on est en supervision... donc on se filme et qu'on soumène notre vidéo à nos formatrices. Une des choses qu'on nous demande, c'est quel est le message parental qu'on aurait aimé entendre. Voilà. Donc tout ça fait aussi partie de... oui, on rentre en relation avec ce qu'on est aujourd'hui, avec ce qu'on était hier, avec la manière dont on s'est construit, avec notre monde en fait. Et dans Imago, on parle du monde, de notre monde. Et une des clés très importantes dans Imago, c'est d'être curieux du monde de l'autre. Et c'est vraiment l'idée de se dire, quand on est en relation, on vit, forcément, on vit des émotions, des choses sympas, moins sympas, plus ou moins difficiles. Mais quand elles sont pas sympas, on va souvent avoir vite tendance à chercher à se défendre. Forcément, on se sent pas en sécurité. Donc on peut se mettre en posture de défense. Et puis l'autre en face, potentiellement, c'est lui qui nous met en insécurité. Donc c'est lui qui a le mauvais rôle, c'est lui le méchant. Et donc on peut vite avoir tendance... soit à accuser, soit à convaincre l'autre que notre point de vue est le bon. Oui. C'est Thomas d'Ansebourg qui dit on s'écoute plus souvent pour se répondre que pour se comprendre. Tout à fait. Voilà. Et être curieux du monde de l'autre, ça va exactement dans ce sens-là, c'est d'être capable de se dire à un moment donné, ok, moi je vis un truc pas cool, pas sympa, allez, je prends un peu de temps, je mets ça un petit peu de côté, et puis je vais essayer d'être curieux de ce qui se passe. Et c'est de dire, d'accord, je vois qu'on n'est pas d'accord là-dessus, je vois bien que tu n'as pas la même façon de voir les choses, je suis pas d'accord avec toi, mais ok, est-ce que tu veux bien m'expliquer comment c'est pour toi ? Comment toi tu vis les choses ? Et on parle de pont dans Imago, donc alors la clé c'est le 6 et le 9. Quand on met un 6 ou un 9 entre deux personnes, l'un voit un 6, l'autre voit un 9. S'il n'y a pas la petite barre en dessous là, qu'il y a dans les jeux de cartes. Et on peut passer longtemps à convaincre l'autre que c'est un 6 ou que non, c'est un 9. Si par contre on fait la démarche, et je leur fais faire pendant l'animation, de se déplacer dans le monde de l'autre. Ah oui, je peux comprendre que de ton point de vue, on voit un 9. Pour autant, quand je reviens dans mon monde à moi, j'ai pas renoncé à mon point de vue, je vois toujours un 6. Donc il ne s'agit pas d'adopter le point de vue de l'autre, il s'agit d'en être curieux et de réaliser qu'il peut y avoir une situation de vision. Et que chacune de nos visions, elles sont
J'aime bien utiliser l'image d'un filtre, en fait, comme si on avait un filtre devant soi sur lequel on allait jeter de la peinture. Et cette peinture, ces couleurs, ça va être notre éducation, notre culture, notre religion, nos traumas, guéris ou pas, nos expériences passées, qui font qu'on va lire une situation à travers ce filtre-là. Et la personne en face, elle aussi, a son propre filtre avec ses propres couleurs, liées à sa propre histoire et sa propre culture, éducation. Et donc, on peut avoir sur une même situation deux visions. Et si on fait à un moment donné un petit temps de pause et se dire, ok, allez, je vais aller être curieux de ce que l'autre vit. Alors déjà, de se sentir rejoint dans son monde, ça apaise. Complètement. Parce qu'on n'a plus quelqu'un qui s'oppose, mais quelqu'un qui nous rejoint. Et donc, ça va venir assainir cet espace relationnel, en tout cas le rendre plus doux, j'ai envie de dire. Et alors après, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais en tous les cas, il y a un espace qui va être plus serein pour pouvoir ensuite échanger, essayer de trouver un compromis ou un point d'accord. Puisque, voilà. Et puis s'il n'y a pas, on peut aussi acter qu'on n'est pas d'accord, mais se quitter non fâché. Bien sûr. C'est dans la méthode relationnelle Imago où aussi on est plutôt sur est-ce que tu serais intéressé pour avoir un autre point de vue, c'est ce que tu me dis par rapport à mon regard, mon expérience, avoir un autre scénario plutôt que de dire à l'autre tu devrais faire comme ci et pas faire comme ça. On est là-dessus aussi. Oui, c'est-à-dire qu'on ne donne pas... Ça, j'ai appris ça aussi. On ne donne pas de conseils si on ne vous en a pas demandé. D'accord. Voilà. Donc, c'est plutôt, effectivement, plutôt qu'être dans l'injonction de toujours demander, et même en supervision, on nous dit ça, est-ce que tu serais intéressé pour avoir un autre point de vue, ou c'est partager sa propre expérience. Moi, j'ai vécu une situation comme celle-là, et voilà comment moi, j'ai réagi. Ça m'appartient. Dans Imago, c'est toujours aussi partir de soi. Partir de jeunes. Nos ressentis nous appartiennent. Ils sont justes. Ils sont incontestables, mais ils nous appartiennent et ils ne sont pas ils sont pas forcément ceux des autres. Mais oui, effectivement, il y a ça. Et dans un dialogue Imago, comme j'ai pu faire avec cette personne, alors il y a les amorces, le miroir. À un moment donné, quand on a fini l'ensemble des amorces prévues, le facilitateur fait un résumé de ce que la personne a pu dire. Donc, résumé total ou partiel. Là, l'idée, c'est de lui restituer dans les grandes lignes ce que le facilitateur a entendu. Et puis, il y a une phase de validation. Donc, la validation, c'est « je peux comprendre ». Donc là, c'est vraiment de dire je peux comprendre qu'avec ce que vous avez vécu, vous ayez pu. Voilà, donc on ne dit pas qu'on est d'accord, on peut comprendre. Et ensuite, il y a une phase d'empathie. Et je peux même imaginer, et là, on va un petit peu plus loin, et là, on part de son monde à soi, pour dire je peux même imaginer que dans cette situation, vous ayez pu avoir envie d'eux. Voilà. Et on peut, et moi c'est ce que j'ai fait avec cette personne-là, c'est lui dire est-ce que vous accepteriez un autre point de vue ou d'entendre une autre histoire qu'on pourrait se raconter. C'est beaucoup de choses que tu nous livres là. J'adore. Et donc tout à l'heure, tu disais que tu avais créé un outil de travail avec une de tes collègues. Oui. Qui serait une sensibilisation en fait, ou qui est déjà, puisque tu l'as déjà expérimenté, aux clés relationnelles en entreprise, pour amener les gens à avoir plus conscience de ce qui se passe pour eux dans la relation. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet outil-là et donc la proposition que vous faites avec cette collègue et auprès de quelle structure c'est destiné, auprès de quelles entreprises? Oui, alors en fait cette idée, elle m'était venue dès la sortie de la formation, sans aller sur de la formation à la facilitation, mais je me suis dit on nous donne tout un tas de clés de compréhension des relations et avant même d'aller sur une posture d'accompagnement, de pouvoir permettre aux gens de comprendre en fait ce qui se passe dans la relation et quels sont les mécanismes qui sont en jeu. Je trouvais que c'était déjà beaucoup et que je pense que si alors c'est pas magique bien sûr, mais si on est un peu plus conscient que ah oui, j'ai une vision, il peut y en avoir une autre, peut-être que si je suis un peu curieux ça peut apaiser, et puis il y a d'autres clés, comprendre comment fonctionne notre cerveau quand il se sent en insécurité, qu'est-ce que c'est que la réactivité, quels sont les mécanismes qu'on met en place. Il y a une autre clé dont je t'en parle avant dans Imago, qui est ce qu'on appelle les maximiseurs et les minimiseurs. On les appelle aussi les tortues et les tempêtes. C'est la manière dont on va gérer notre énergie dans la relation, et notamment quand on est activé. Et c'est la clé relationnelle là ça fait
7-8 fois que j'anime cette sensibilisation, qui mobilise le plus les gens, parce que ça parle d'eux et parce que ça leur permet de comprendre comment ils fonctionnent, pourquoi, et du coup de comprendre aussi qu'il y a d'autres moyens de fonctionner. Donc c'est 2 polarités différentes. En résumé, la tempête, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de dire, de parler. C'est celle qui vous dit, mais moi quand ça va pas, je parle, je dis les choses. C'est quelqu'un qui, dans un couple, va dire, bon, il y a un problème, il faut qu'on en discute. Et puis elle va avoir besoin de maintenir le lien tout le temps. C'est des gens qui occupent l'espace, qui dans une entreprise, dans une réunion, vont parler les premiers, vont facilement prendre la parole, vont être peut-être un petit peu moteurs, vont être pleins d'énergie. Les tortues, elles vont, avoir besoin de temps, d'espace, de recul, de calme. Et ce sont des personnes qui, quand il se passe quelque chose, quand elles sont activées, quand quelque chose vient les toucher, elles vont rentrer dans leur carapace et elles vont avoir besoin d'un peu de temps avant de pouvoir venir. D'accord. Quand on a compris ça, alors dans un couple, très souvent on a les deux, D'accord. les polarités. Et il n'est pas rare, sans faire de généralité absolue, que les hommes soient plutôt tortues et les femmes plus tempêtes. D'accord. Voilà, ça c'est ce qu'on observe. C'est pas une généralité absolue, mais c'est ce qu'on observe. Attention, ce sont des propos non genrés, surtout. Surtout pas. Oui, c'est non genré. Parce qu'il y a des femmes tortues et des femmes tempêtes. Moi, j'ai 3 filles et j'ai clairement 2 tortues et clairement une tempête. Comme quoi. Et cette manière fait que... je vais donner un exemple dans mon couple. Une première fois qu'on se dispute, on se connaissait pas bien, on connaissait pas Imago. Je sais même pas pourquoi. Enfin, on n'était pas d'accord. Se disputer, c'est un grand mot, mais on n'était pas d'accord. Et donc moi, en bonne tempête, je dis bon, écoute, on va en parler parce que moi, je laisse pas les choses sous le tapis. J'ai pas envie que ça gangrène et que voilà, et que c'est comme ça que les couples ne tiennent pas. Convaincu que j'ai complètement raison, bien évidemment. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend son manteau, il s'apprête à partir. Et donc là, je le regarde, je lui dis mais tu fais quoi ? Il me dit je m'en vais. Je dis non, tu pars pas, on n'a pas fini. Il me dit, mais moi, si je reste, j'explose. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une tempête, si elle n'a pas la possibilité de dire les choses, elle va essayer par tous les moyens. Au bout d'un moment, elle va finir par rentrer dans sa carapace et se fermer. Et je peux le confirmer, moi, je peux être comme ça. Et à l'inverse, une tortue, si on la pousse dans ses retranchements et qu'on tape sur sa carapace jusqu'à ce qu'elle sorte, quand elle sort, il vaut mieux se ranger. Voilà. En fait, les deux ont un même objectif, c'est de maintenir le lien et de préserver le lien. La tempête, elle va maintenir... Alors, sans caricaturer, mais il y a un peu l'idée de la blessure de l'abandon. Donc, elle va chercher à maintenir le lien à tout prix. Donc, une tempête, elle a besoin qu'on lui dise « J'ai entendu que ça n'allait pas. Est-ce qu'on peut en discuter un peu plus tard ?» D'accord. Juste, voilà. La tortue, elle veut préserver le lien aussi, mais elle a peur de l'abîmer. C'est plus les blessures du rejet. Donc, elle va rester à l'intérieur pour ne pas l'abîmer. Et donc, une tortue, si on va vers elle, c'est de lui dire « J'aurais besoin qu'on parle de quelque chose. Est-ce que c'est le bon moment pour toi ?» Voilà, c'est une question de temporalité. Ça, c'est des clés dans les organisations qui fonctionnent bien. Pour revenir à ta question, je m'étais dit, mais si ces clés-là, si on les donne, ça peut sans doute déjà aider. Et donc, j'avais sollicité Aude Justafré, qui est sur Paris, qui a suivi la formation avec moi, qui est coach aussi. Et on a créé une demi-journée de sensibilisation aux clés relationnelles qu'on a dispensée dans une organisation ici, plutôt à vocation d'accompagnement et social. Ça a été un vrai bonheur d'accompagner ces 3 demi-journées avec Aude. Et là, je les réanime donc avec Steve, qui fait partie de la même promo, dans une structure médico-sociale. Aussi. Mais on s'est dit, on a 3 heures, c'est très court, et c'était un petit peu frustrant, et on a trouvé qu'il y avait tout à fait lieu à faire sur une journée complète, ce qui nous permettrait aussi d'aborder le miroir, d'aller un petit peu plus loin, de faire un peu plus expérimenter les clés, et aussi, si c'était un format formation, de permettre aux organisations de le faire financer par leur OPCO. Donc ça, c'est aussi un argument plus pragmatique. Bien sûr. Voilà. D'accord. C'est chouette. Merci pour tes réponses. Je t'en prie. Je voulais aborder une dernière chose avec toi, plus la méthode Imago. Dans ta vie personnelle, tu nous as déjà donné quelques éléments, mais comment toi, tu l'appliques? Donc, tu nous as donné des outils concrets. Est-ce qu'il existe d'autres outils que tu utilises dans ton quotidien, dans ton couple, avec tes filles? Alors oui, alors déjà j'en profite, j'ai eu la chance de pouvoir vivre un stage de couple Imago, puisque Imago propose des stages. Alors il y a des stages en individuel qui s'appellent l'art d'être en relation,
et notamment un qui se fait en Dordogne, animé par Marion Malocena-Dresson et Elisabeth Ponsin, qui étaient mes formatrices. Il y a des stages intergénération, il y a des stages famille et il y a des stages de couple. Donc j'ai fait ce stage de couple, ce qui nous a permis à Steve et moi de... alors lui de découvrir Imago, puisqu'il ne connaissait pas, il m'en entendait beaucoup parler, mais du coup de le vivre aussi. Donc nous on peut l'utiliser alors à travers des dialogues, ça peut arriver quand on a, notamment s'il y a quelque chose d'un petit peu... voilà, qui peut peut-être chagriner l'un ou l'autre, de se dire voilà, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on fasse un dialogue, est-ce que tu serais d'accord pour venir visiter mon monde et que être curieux de que je t'explique ce qui se passe pour moi quand on vit ça. Donc on utilise ça, mais au quotidien, alors moi j'utilise le miroir, alors beaucoup plus, alors avec ma petite. Parce qu'on peut utiliser, sans rentrer dans un cadre très structuré, on peut utiliser le miroir, on appelle ça faire Imago en sous-marin, avec les enfants. Alors ça marche moins bien maintenant avec ma petite, parce qu'elle me dit maintenant arrête maman, je te vois venir. Bon, voilà. Elle a compris comment ça marchait. Mais en tous les cas, ce miroir, je l'utilise régulièrement. Ça peut... Alors j'ai déjà fait un petit cercle comme ça en famille, mais en utilisant des amorces empreintes d'un dialogue qui s'appelle le dialogue d'intention. Et là, c'est plutôt de poser des choses comme ce qui est chouette dans ma famille, un dernier moment sympa, le dernier bon souvenir que j'ai entre nous, ou ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais qu'on vive ensemble. Enfin voilà, ça peut être utiliser des choses comme ça. Après, j'ai plus l'impression, moi, au quotidien, que c'est une posture. Donc, alors, le tortue tempête, on l'a bien identifié tous les deux. Donc, on respecte nos temporalités l'un à l'autre, lui et moi. C'est-à-dire qu'on a bien compris comment on fonctionnait par rapport à ça, et ça nous permet de nous ajuster et de pouvoir toujours nous dire les choses, parce qu'on se dit vraiment, je pense pas tout, mais sans doute pas beaucoup, mais toujours dans le respect de la temporalité de l'autre. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Cette notion de réactivité fait que moi, j'essaie de ne plus jamais réagir sous le coup de la colère. Ayant compris que quand je suis activée, il faut à peu près 10 minutes pour me reconnecter à mon cortex préfrontal qui me permet de raisonner et de réagir avec discernement. Voilà, c'est plus... et auprès de mes grandes, je leur donne des clés de compréhension de ce qui se passe dans les relations, pour les amener à mieux se connaître, mais aussi à avoir des postures qui sont un peu plus ajustées. Alors elles prennent ce qu'elles peuvent, ce qu'elles veulent. Je dirais que toi, finalement, avec la pratique, et puis régulièrement aussi j'allais dire les retrouvailles, mais les supervisions avec tes collègues, ça t'a permis complètement d'intégrer aussi alors quasi complètement, ce serait super, mais en fait je ne sais pas si on peut complètement l'intégrer. Bien sûr. Mais en tous les cas, c'est avoir une conscience ou une vigilance à avoir. Il y a de temps en temps où je suis pas du tout imago, et là je me dis oh mince. Oui, bon, mais après, on est humain. On est humain, il y a les émotions, il y a la fatigue, il y a des facteurs extérieurs, on peut être malade, etc. Il y a tellement de choses. Et oui, c'est pas une science exacte, on reste des individus, on reste des êtres humains, et c'est ce qu'on dit dans les organisations, c'est pas magique. C'est juste quand on a un peu plus de conscience, de compréhension de ce qui se passe, ça permet de s'ajuster un peu plus facilement. Ou quand moi ça m'arrive de pas du tout avoir été imago, mais ça me permet d'en prendre conscience et de revenir en disant voilà, là je pense que j'ai pas forcément parfois de s'excuser, ou parfois dire j'aimerais bien qu'on revienne sur ce qui s'est passé, parce que c'était pas tout à fait juste pour moi et ça n'a peut-être pas été pour toi. Enfin, ça permet de revenir dans l'espace relationnel en disant tiens, est-ce que tu veux bien qu'on reparle de ce qui s'est passé hier, je crois que j'ai pas été forcément très cool, est-ce que tu es ok pour que je t'explique ce qui s'est passé pour moi et que tu me partages peut-être ce qui s'est passé pour toi, et ça apaise aussi tout ça. Voilà. Complètement. Mais je suis loin d'être exemplaire. Mais finalement, là c'est aussi ce que toi t'appliques dans ton quotidien, ce que tu transmets professionnellement et aussi dans ton cadre familial, c'est se dire on est responsable de ce qu'on met ou de ce qu'on met pas dans l'espace relationnel. Et à partir du moment où on a conscience de ça, on se réajuste, ça mène des petites choses, voilà.
Oui, et puis on peut même avoir mis quelque chose et se dire mince, et venir le chercher et l'enlever. Complètement. Voilà. Une poubelle qu'on a déposée, on peut aller la chercher et l'enlever. Donc c'est pas irréversible non plus. Voilà. Merci Agnès. Je t'en prie, merci à toi. Mais oui, je te remercie de tout ce que tu nous as livré là, de toutes les clés, de nous avoir donné toutes ces informations sur cette méthode relationnelle Imago. Oui, il y aurait tellement à dire. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon ou voilà, que ce sera... Les gens arriveront à s'en saisir un petit peu. Et s'ils ont envie d'en savoir plus, voilà, il y a le site Imago. Et puis qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Je serais ravie de leur expliquer aussi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, je mettrai tes coordonnées dans la légende de cet épisode. Écoute, c'est très gentil. Merci à toi en tous les cas. Merci Agnès. Au revoir. À bientôt. Si l'écoute de cet épisode vous a éclairé sur les relations humaines, vous a donné des clés de compréhension sur vous-même, sur votre vie ou celle de vos proches, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à liker, à commenter, à partager. C'est vraiment très important pour moi. Je poursuivrai cette aventure passionnante seulement si je sais que ça vous apporte autant à vous qu'à moi. Vous pouvez retrouver Confidence, Turbulence et Relations sur YouTube, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt pour de nouvelles confidences ou une prochaine consultation.